Allez, complément d'infos, mon cher Tamba. On a eu quelques informations évidemment sur cette affaire de limogeage de colonel Moussa Camara. Effectivement, ce qu'on a dit tout à l'heure sur le colonel Moussa sont des informations que l'on va continuer à vérifier. Ouais. La règle vaut pour ce que je vais dire, maintenant, parce que nous avons quand même obligation à la fois d'entendre tout le monde, mais après de tirer sur la base des éléments que nous avons, la vérité que nous pensons pouvoir détenir. Ouais. Sur le cas de comment on appelle ça, du limogeage de Moussa Camara, le colonel que nous connaissons et qui était conseiller chargé de mission à la présidence de la République. Tout à l'heure, on expliquait que c'est un opérateur économique qui souhaitait accéder au ministère de l'économie et des finances. Mais en réalité, ça touche aux pistes préfectorales de la République de Guinée, notamment la direction nationale des pistes préfectorales de la République de Guinée. C'est l'information que nous avons. Et que Dansa Kourouma aurait demandé 5 milliards pour l'introduire auprès du directeur national des pistes préfectorales. Les grandes gueules. À accéder à un marché. Le marché, en réalité, est évalué à un montant d'un peu plus de 178 milliards. 178 milliards de francs guinéens, un peu plus que cela. Alors, ce que nous apprenons, après donc l'explication qui voudrait que le colonel aura donc facilité cette mise en relation et que c'est en vertu de cela, voyant qu'il perdrait les 5 milliards qu'il a demandé et qu'il se serait dirigé vers le président Doumbouya pour lui présenter cette situation et charger le colonel qui lui sera démis sans avoir été entendu par le colonel Doumbouya. Ça, c'est la première version. L'autre explication qui se fait entendre, nous avons quand même eu Dansa lui-même sur cette situation, puisqu'il suit cette émission-là, il a affirmé qu'il n'en était rien. Et que depuis plusieurs moments, cet opérateur économique s'efforçait de le rencontrer, lui. Dansa n'aurait pas accepté de rencontrer l'opérateur économique. C'est même par personne interposée, d'après les informations, avec nom à l'appui. Donc, nous ferons la lumière là-dessus aujourd'hui et demain, nous donnerons à nos auditeurs la bonne version. Ce qui se sera donc passé, d'après la lecture de Dansa, c'est que lui ayant refusé, l'opérateur économique se sera dirigé vers le colonel pour pouvoir accéder au directeur national des pistes préfectorales. Dansa ayant entendu cela, aurait donc, voyant les choses évoluer, vu que d'après ces informations, ce serait un dossier de corruption, il y aurait de la corruption derrière, il va donc demander au directeur national des pistes préfectorales de faire attention à ce dossier, vu que c'est un dossier de corruption. C'est l'information qu'il nous donne. Ce qui va se faire plus tard, d'après ces informations, encore une fois, qui attendent d'être vérifiées aujourd'hui, c'est que le colonel, se voyant ainsi bloqué, va multiplier des actes de pression sur le directeur national des pistes préfectorales, lui intimant, et parfois même menaçant, on parle même de menaces de mort, et que ce n'est pas dans ça qui serait allé voir le président, mais le directeur national des pistes préfectorales lui-même, qui serait allé voir, craignant pour sa vie, qui serait allé voir le président pour lui dire « Président, je suis menacé par un membre du CNRD et il s'appelle le colonel Moussa Camara. Les preuves ayant donc été servies au président, le président de la République prendra la décision de démettre tout simplement le colonel Moussa Camara. » Ce sont deux versions qui nous sont servies sans effort de vérification pour le moment. Nous travaillerons là-dessus, y compris avec l'opérateur concerné s'il souhaite nous parler. La direction et toutes les parties. La partie et dans demain, on pourra servir même la bonne version à nos auditeurs. Voilà, allez, mon cher Diba, complément d'info. Justement, l'opérateur dont on parle, il s'agit d'un opérateur qui évolue dans les travaux publics. On parle de Ismaël Keïta, du patronat. Donc c'est de lui on parle. Et on parle d'une surfacturation dans ce dossier. Il aurait réalisé une route bombée à l'intérieur du pays. Et donc la facture s'élèverait à 197 milliards de francs. Et donc c'est cet argent, il souhaiterait que l'État paye. Et donc pour payer, effectivement, il passe par des gens. Donc c'est selon des explications qui auraient passé par le colonel Moussa Camara pour l'aider à ce que cela soit payé. Et donc c'est là les 5 milliards auraient intervenu pour payer la facture des 197 milliards. Qui a demandé les 5 milliards?
Bon, dans les explications, on estime que c'est le colonel Moussa qui aurait demandé ça à l'opérateur. Donc, les explications qui viennent. Versions. Les grandes beaucoup de versions. Beaucoup de versions. Donc, que le directeur national des pistes rurales aurait dit non, je ne paye pas parce que le budget de son département serait de 200 milliards et que sur 200 milliards, si on vous demande de payer 197 milliards, qu'il y aurait une surfacturation, donc qu'il n'aurait pas accepté de signer le document pour le payer. Et donc les menaces s'en sont suivies. Et c'est là que lui, personnellement, le directeur national des pistes, est venu voir le président du CNT dans ça pour se plaindre, pour dire attention, on me met de la pression pour payer une telle somme. Étant un grand frère, il faut m'aider. Voilà, donc c'est les versions qui sont... Les grandes gueules. Ce qui est important, il faut que les acteurs qui sont concernés évidemment acceptent de prendre la parole publiquement. Mais ils vont parler. Et que l'opérateur parce qu'on ne va pas lâcher l'affaire. Justement, et que l'opérateur aussi accepte de parler, parce que déjà, son nom a été cité dans cette affaire, le paiement de 197 milliards, si ça s'avérait vrai. Voilà. Allez, à suivre Jacques Lévalino avec cette enquête, évidemment. Allez-y, mon cher Antoine. Oui, Lamine, ce qu'il faut dire clairement dans cette affaire, c'est que pour l'image du CNRD, ce n'est pas bon. Parce que c'est l'un de ses membres qui est éclaboussé par un tel dossier. Quoi qu'on dise, hein. En attendant qu'on sache c'est quoi le bout du tunnel, il y a quand même un des éléments clés du CNRD autour de qui pèse un soupçon de corruption. 5 milliards. Il est débarqué. La nouveauté avec lui, c'est qu'il est mis à la disposition de l'état-major général des armées. Ce qui n'est pas arrivé depuis les actes de décret qui ont été pris. Les grandes gueules. Limogeage. Pour la plupart, c'est pour faute lourde. Si c'est pour les cadres civils, c'est mis à la disposition soit de la justice ou de la CRIEF. Mais pour lui, son cas, il est mis à la disposition de l'état-major général des armées. Si le colonel Doumbia prend un tel acte, c'est que certainement, il a des éléments probants sous la main. Exact. Je ne crois pas qu'il agisse de manière à mettre à la disposition de l'état-major général des armées un officier sans avoir d'éléments, de preuves sous la main. Si c'est le cas, on estime qu'il a certainement des éléments qui lui permettent d'agir ainsi. Ce qu'il faut dire, ils vont revenir là-dessus demain, mais c'est un message qu'on va lancer à ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de passer par des méthodes plus ou moins normaux, ou normales, c'est normal, méthodes, par des méthodes peu catholiques pour agir parfois sur le terrain. Vous avez pris le pouvoir, vous êtes venu dire que vous mettez fin à une pratique qui a longtemps perduré. On vous prend pour des modèles, pour des exemples. Mais quand vous baignez dans les mêmes pratiques, ou soit dans les pratiques pires que ceux que vous dénonciez, c'est que vous n'êtes pas mieux. Du tout. Vous n'êtes pas mieux. Parce qu'on s'attend à ce que vous fassiez mieux que ceux que vous avez remplacés. On a dénoncé des cadres qui ont construit des buildings, qui ont construit des maisons en si peu de temps. On a reproché à des DAF de s'être illicitement enrichis. Mais vous ne pouvez pas dénoncer des gens comme ça, que vous envoyez à la justice, certains en exil. Tous les jours, on humilie des pères de famille, aux yeux, aux vues, au su de tout le monde. Et vous, en cachette, vous faites pire que ce que ces gens en font, et ça ne vous dit rien. Les grandes gueules. Vous prenez un pouvoir, et brusquement, banalement, facilement, on vous voit, bim, il est devenu riche lui aussi. Quand même, Lamine, en quoi vous êtes mieux que ceux que vous avez remplacés? Je me pose des questions. Donc, à ce niveau-là, il faudrait que les nouvelles autorités revoient leur méthode de travail sur le terrain. Vous êtes venus pour apporter le changement. On a applaudi. On a été fiers de vous. Faites en sorte de rester sur le droit chemin. Mais si vous déviez, on sera là pour vous rappeler c'est quoi votre mission. Et à ce niveau-là, on pense qu'il y a des éléments qui ne sont pas en train de faire honneur au CNRD, qui ne sont pas en train de faire honneur à l'armée. Encore une fois, on n'accuse personne, il n'y a pas de culpabilité prouvée. Ce qu'il faut dire clairement, c'est que le simple fait qu'un cadre soit limogé pour cas de corruption, de soupçon de corruption, ce n'est pas bon pour son image et pour celle du CNRD. Merci beaucoup à Antoine Kourouma. Dans un instant, notre dossier enquête. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Voilà, Jacques, on revient à ce dossier, évidemment. Voilà, on parle de justice ce matin. L'ancien ministre Djoubaté, toujours écrouillé.
Oui, parce que des informations avaient circulé qu'il avait bénéficié d'une liberté provisoire. Oui. Ses avocats avaient démarché dans ce sens parce que lorsque le dossier est arrivé au niveau de la CRIEF, ses avocats ont estimé qu'il y a une démarche qui avait déjà été entamée par le tribunal de première instance de Kaloum et pour cela ils avaient indiqué, puisque pour l'instant la procédure n'est qu'à ses débuts, et que le ministre et puis la DAF pouvaient tout naturellement rester ici et bénéficier d'une liberté provisoire, et puis la procédure pourrait continuer. Oui. Donc ceci parce que c'est la première chambre d'instruction de la CRIEF qui les a inculpés et les a placés sous mandat de dépôt. Donc l'appel a été interjeté donc à l'intérieur même de la CRIEF au niveau de la deuxième chambre. La deuxième chambre a ordonné cette mise en liberté, mais sous condition. Donc on avait demandé, vous aviez raison, parce que vous m'aviez dit la dernière fois ici 5 milliards, effectivement c'est 5 milliards, mais prend-on comme caution comme montant pour n'est-ce pas, obtenir cette libération. Ouais. Sauf que après le procureur de la CRIEF, le procureur spécial, n'a pas accepté et lui souhaite, n'est-ce pas, attaquer cette décision de la deuxième chambre au niveau de la Cour suprême, puisque c'est la procédure au fait à ce niveau. Oui. Vous avez la possibilité de faire appel une fois à l'intérieur de la CRIEF, et si ça ne marche pas, vous allez du côté de la Cour suprême. Voici donc les raisons pour lesquelles, pour l'instant, le ministre Djoubaté et puis Evelyne, je crois que comme ça on l'appelle Mansaré, sont, n'est-ce pas, du côté de la maison centrale en attendant la suite de la procédure. Il y a quand même des questions à se poser sur la façon dont le travail est conduit par la CRIEF, parce que on est en train de s'interroger finalement sur quelle base on est en train d'engager des poursuites. On sait que pour le dossier Nabaya Gate, il n'est pas nouveau. Depuis l'ancien régime, on en a parlé, les dénonciations ont été faites même par ceux qui étaient proches du système. Oui. On a dit le dossier a fuité du côté de la présidence, tout ça. Mais il y a d'autres, en revanche, je reviendrai tout à l'heure sur le Premier ministre Kassouri qui a répondu, Tamba en a parlé brièvement hier. J'ai encore eu d'autres informations, comment les choses ont été conduites du côté de la direction des investigations judiciaires. C'est qu'il semble qu'on prend les informations partout. On peut les prendre même sur les réseaux sociaux. On peut les prendre par dénonciation, des personnes physiques qui viennent dénoncer des gens qui ont travaillé avec d'autres, qui ont soupçonné certains comportements, qui viennent dénoncer. Après, on essaie de saisir des instances d'enquête comme l'ORDEF, la CENTIF, mais également la direction des investigations judiciaires pour engager. Et c'est seulement lorsqu'il est établi que les faits sont dignes d'intérêt, ou donc les faits sont constitutifs de poursuite, on amène maintenant le dossier du côté de la CRIEF. Mais pour le cas de Nabaya Gate, il y a déjà un travail qui avait été fait par l'inspection générale des finances, ce qui expliquerait tout naturellement l'attachement de la CRIEF à ce dossier. Oui. Maintenant, pour le Premier ministre Kassouri, on l'a reçu, Tamba a parlé brièvement hier, on lui a demandé justement comment vous êtes riche, etc., etc. Mais l'autre question qu'on lui pose, c'est le budget. Le budget. Oui, on lui demande comment le budget est élaboré, et comment il est réparti, et quelles sont les responsabilités de chacun. Ça, c'est une question, à ma foi, très ordinaire, qu'on peut poser à n'importe qui, même nous qui ne sommes pas... Jacques, ça, c'est pas une question. Mais il finit. Non, mais je suis en train d'aller jusqu'au bout. Je présente les choses. Et puis, il lui a été demandé s'il a des actions dans les sociétés en Guinée. Le Premier ministre répond non. Est-ce qu'il a des sociétés? Il dit non. Est-ce qu'il a des immeubles? Est-ce qu'il a... Bon, les immeubles, après on lui demande est-ce qu'il a des actions dans les sociétés à l'étranger? Là, il dit oui. Après, derrière toutes ces questions, c'est parce qu'il semble, selon les informations, les enquêteurs qui sont allés vérifier dans des comptes, donc, n'auraient pas vu
de montants de montants consistants, en tout cas qui pourraient l'incriminer. Voilà donc la base sur laquelle on est parti pour le convoquer. Il y a quand même à se dire tout naturellement qu'il faut faire attention, parce que s'il n'y a pas d'éléments à la base, vous ne pouvez pas convoquer quand même quelqu'un du côté de la direction des investigations judiciaires pour poser la question du budget. Moi, c'est surtout la question du budget. On aurait pu, quelqu'un aurait pu se déplacer pour aller le voir, si on a du respect pour lui, ou alors on l'invite à la primature. Avec il les peut enquêteurs, tout naturellement expliquer. avec les gars de la Saintif. Non, on peut amener les enquêteurs, mais on peut tout naturellement oublier les enquêteurs. Si c'est pour comprendre comment ça fonctionne, si effectivement l'idée c'est pour comprendre comment le budget il est élaboré et quelles sont les responsabilités de chacun, on n'a pas besoin de convoquer les gens du côté de la direction des investigations judiciaires. On peut le faire de manière classique. Ils sont là. De toutes les façons, ils ne voyagent pas, ils n'ont pas de passeport. On peut les voir à tout moment et puis ils peuvent donner des explications. Merci beaucoup, Jacques Liwaleno. Allez-y, mon cher Tamba, pour complément d'info. Alors, il y a des questions, enfin, par politesse, on dit c'est des questions qu'on ne comprend pas. Mais si on veut être honnête, il y a des questions bêtes. Ça, c'est une question bête dans une enquête de ce type. Non, il faut être honnête. Tu ne vas pas prendre... Même nous, pour recevoir certains invités ici, on fait nos devoirs. Vous ne pouvez pas recevoir quelqu'un de la trame de Kassouri pour l'entendre sur une question financière et ne pas faire du travail à la base. Vous-même, vous vous préparez pour comprendre c'est quoi le mécanisme. Si vous n'avez pas les grands livres de macroéconomie, allez sur Google. Si l'enquêté est plus demandez à Google c'est quoi un budget. Demandez le processus d'élaboration du budget à Google. Google est généreux, il n'est pas méchant. Il va vous donner les informations dont vous avez besoin. Mais vous faites venir quelqu'un. Mais avant de le faire venir, vous faites courir le bruit. C'est dans la presse. Vous salissez. Déjà, vous préparez l'opinion à saisir quelque chose. Et donc, vous y arrivez. Finalement, il n'y a rien. Pour demander au monsieur, genre, on va à l'école, quoi. Et monsieur le Premier ministre, comment on élabore, comme tu es docteur en économie, comment on élabore un budget? Où tu es riche. Bon, il y a qui dans le budget? Comment ça s'exécute? Pour ordonner une dépense, comment ça se fait? Ça, c'est des choses à savoir. Quand on, et puis, Lamine, les grandes ce que je souligne là, c'est la légèreté dans ce travail-là. Maf, regarde-moi bien, comment on peut, sur une enquête financière, trouver des agents qui ne s'y connaissent pas en matière financière? Moi, je pense qu'on aurait dû avoir des pôles de gens qui s'y connaissent. Question de droit, question d'économie, question de mine, toutes ces questions techniques, il y a des gens qui sont spécialisés par pôle. Parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts dans ce pays. Et puis, je vais vous dire, même moi, Zachary, je sais que si je dois devenir un voleur de l'économie, je ne loge pas mon argent dans un compte comme ça. C'est même inutile. Et même si vous retrouvez 20 milliards, 30 milliards sur le compte d'un fonctionnaire, posez-vous la question, le reste est où? Bien. Le vrai problème, il est où? Et Lamine, c'est ce que j'évoquais hier. On prend des gens, on les fait venir dans le cadre de Djoulé, en attendant qu'ils veuillent m'écouter pour le dernier intervenant. Mais tout ce que j'ai écouté dans le cadre de Djoulé, voici ce qu'on fait. On vient avec le monsieur, et puis on présente les 100 millions comme étant une tentative de corruption. Sauf que tous les trois concernés ils sont inflexibles là-dessus. On n'a jamais tenté de corrompre. C'est eux qui nous ont dit payez-nous de l'argent pour vous payer vos factures. Bien. Et puis on saisit cet argent, on le brandit à la face du monde comme une preuve, comme une pièce pour incriminer des gens. Quand on a une justice qui ne fait pas ses devoirs avant d'aller rencontrer des gens, on se retrouve à créer des preuves. Et ça, c'est pas méchant, hein. Ça, c'est criminel. Bien. Tamba, Zachary, Milimono. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Jacques Liwaleno, on évoquait dans notre émission 5 milliards à l'origine donc d'un limogeage. On pose la question ce matin, mon cher Jacques Liwaleno. C'est une question légitime puisque nous étions partis juste pour parler d'un limogeage et puis derrière nous avons appris justement qu'il y a un soupçon de corruption derrière, ce qui expliquerait, n'est-ce pas, le limogeage de celui qui était jusqu'avant-hier conseiller chargé des missions à la présidence de la République, le colonel Moussa Camara.
Donc, nous, au sortir de l'émission, nous avons tenté de rencontrer toutes les parties, en tout cas pour comprendre ce qui s'est passé. Il s'agit donc d'un projet de reprofilage des routes préfectorales et communautaires à l'intérieur du pays, notamment dans la région de Kankan. Vous avez les routes à Kankan, mais également à Kouroussa. En 2019, il a été constaté, cela a été dit plusieurs fois, à chaque fois on réalisait des travaux sur des routes, on revenait chaque année pour reprendre les mêmes travaux, et souvent avec les mêmes financements, les mêmes montants qui sont décaissés pour faire le travail. La société de construction donc des BTP Sagiz va, semble-t-il, sur appel d'offres, faire une proposition avec une solution, selon elle, qui devrait éviter, n'est-ce pas, à la Guinée de dépenser chaque année les mêmes montants sur les mêmes tronçons, en tout cas pour les mêmes travaux. La solution proposée, il y a le chantier qui lui a été donné, c'était sur 70 km. Lorsque, parce que sur l'appel d'offres qu'on dit avoir lancé, je crois Tamba reviendra là-dessus, mais de toutes les façons, Sagiz a remporté le marché sur 70 km au départ. Après, le ministère lui a dit, au lieu de travailler sur 70 km, sur des routes à ouvrir, ensuite appliquer la solution pour que celle-ci puisse permettre de garantir la durabilité des infrastructures, on vous donne les routes déjà faites, donc les routes déjà prêtes. Après, vous appliquez la solution dessus. Mais pour cela, on augmente, n'est-ce pas, 60 km. Donc, de 70 km, ils sont allés à 130 km. 130 km pour faire, n'est-ce pas, le travail. Le travail va être fait, mais avant de s'engager, la société va donc l'État va dire à la société de préfinancer, comme cela se fait habituellement. La société va donc contacter, d'après le patron, un prêt auprès de la banque pour lui permettre, n'est-ce pas, de commencer les travaux. On engage un prêt et puis les travaux démarrent. Une fois les travaux réalisés, nous sommes bien en 2019 et on revient à partir, je crois, d'une valeur de 11 milliards parce que l'ensemble du travail qui a été fait autour du projet, bien sûr, ça devrait aller jusqu'à 170 milliards de francs guinéens. Mais pour un départ, le travail qui a été fait, il y avait une valeur de 38 milliards qui devrait être payée avec d'autres montants qui devraient entrer en jeu, ce qui devrait donner, n'est-ce pas, les 50 milliards de francs guinéens. C'est ce montant, en fait, qui est bloqué au niveau du département, du ministère du budget. Et c'est depuis l'ancien gouvernement. De démarche en démarche, ça n'a pas été payé. Ce qu'on nous apprend, c'est qu'à chaque fois qu'il a fallu revenir pour récupérer ce montant, vous déposez une caution au niveau de la banque, vous passez des moments, et puis si ça expire, si vous devez revenir encore pour avoir de l'argent, parce que l'État a quand même accordé une garantie de liquidité, mais à chaque fois que vous revenez, vous êtes obligé encore de payer un pourcentage du montant qu'on vous doit, comme caution. On parle de 700 millions de francs guinéens que la société dit avoir payé plusieurs fois sans que l'État ne puisse, n'est-ce pas, lui donner ce montant. Mais ça, c'est avec la banque. Maintenant, les nouvelles autorités arrivent. On estime que finalement c'est de la facilité puisque je crois il y avait eu cet appel pour que les départements puissent désengager l'État guinéen vis-à-vis des fournisseurs ou des sociétés. La société donc va entamer des démarches et finalement elle obtient cette lettre du ministère de l'économie et des finances qu'on a reçue hier ici, objet paiement de la facture de la société Sagiz. C'est donc la lettre qu'on a reçue hier dans les boîtes ici. Donc le ministère autorisait d'une certaine façon ce paiement. Mais pour que le ministère du budget puisse, n'est-ce pas, payer, il fallait
que la direction nationale des routes préfectorales et communautaires puisse donner, n'est-ce pas, son quitus. C'est comme ça la société est entrée en contact avec le monsieur Sako, qui est le directeur national des routes préfectorales et communautaires. Donc, on pose le problème et il semble, selon la société, parce que je vais devoir relayer les versions des deux, selon la société, il y aurait été demandé, n'est-ce pas, de l'argent à ce niveau pour signer, n'est-ce pas, le document. Donc pour donner le quitus finalement pour le paiement. Mais ce qu'on dit de l'autre côté, parce qu'il y a des implications qui sont arrivées dedans, le colonel Moussa, comment il finit finalement par s'inviter dans ce débat. La société, le patron de la société, puisqu'il n'arrivait pas, selon lui, à avoir la facilité de la part du directeur national des routes préfectorales, va décider d'aller rencontrer directement le président. Donc en allant à la présidence au palais Mohamed V, le colonel Moussa le voit passer juste au niveau du bâtiment du secrétariat général de la présidence. Il le voit passer, il arrête, puisqu'ils se connaissent, semble-t-il. Il lui demande, mais où tu vas? Il dit, j'ai des problèmes au niveau du ministère des infrastructures et des transports. On a bloqué le paiement pour un travail que j'ai effectué. Donc, je veux rencontrer le grand patron. Le colonel lui dit, mais vous n'avez pas besoin pour cela de rencontrer le grand patron. Ce que je vais faire, je vais vous dire de répartir au ministère des infrastructures. Vous allez rencontrer le secrétaire général. Lui, il va pouvoir débloquer la situation parce que il est quand même le supérieur hiérarchique du directeur. Donc, il va pouvoir discuter avec vous. Monsieur Keita Ismaël, bon, je peux maintenant dire son nom, il va répartir. Il va effectivement rencontrer le secrétaire général. Le secrétaire général lui dit, bon, d'accord, on va étudier le dossier. Donc lui, il va mettre en place une commission qui allait discuter, n'est-ce pas, sur le dossier et décider finalement s'il n'y a pas eu corruption, s'il n'y a pas eu surfacturation, parce que c'était venu comme ça de la part du directeur national des routes préfectorales. Mais c'est de là, quand ce travail a commencé, au niveau des routes, du secrétariat général de ce département, lui, il va être appelé à son tour par le président du CNT. D'accord, dans Sakuruma. Qui lui aurait donc dit, je crois même ce n'est même pas au conditionnel parce que les deux l'ont confirmé, qui lui a dit de se retirer. Les grandes gueules. De ne pas se mêler, n'est-ce pas, dans ce dossier, et que s'il se mêlait, il pouvait, n'est-ce pas, avoir des soucis. Eh bien... l'a convoqué au CNT pour le lui dire. Finalement, lui, il va rester sur sa position. Maintenant, du côté du directeur national des routes préfectorales, il y a quand même des informations que nous avons pu obtenir. Donc, si du côté de la société, on parle de corruption, donc on dit clairement que le directeur avait demandé de l'argent pour signer. Du côté de la direction nationale des routes préfectorales, on évoque, n'est-ce pas, quelques incohérences dans le projet qui a été soumis pour paiement. Il s'agit bien des routes de Ndema, Konindu, Banko, Kankaya de 36 km, Carrefour Sichela de 3 km, Banko, Kebeya, Mori, Besoba, Bandan, Keleng, ça c'est la RN1, 35 km, Carrefour Lorombo, Sadam Diaya, Kurukoro, 20 km, Lorombo, Fadou Saba, ça c'est à Komolakura, ensuite jusqu'à Komolakura, 36 km. La direction nationale des routes préfectorales a relevé quelques incohérences, disais-je donc. D'abord, sur les kilométrages. Il y a certaines routes ici, de Ndema, donc de 36 km. Ensuite, la route de 103 km qui part de Banko à Bandan Keleng, de 35 km aussi. Il semble que ces routes pour lesquelles la société Sogiz est venue réclamer un paiement, ces routes-là sont sous un autre contrat. Eh bien. Donc, ces routes sont sous contrat et c'est l'entreprise Seitra Bois qui s'occupe de la réalisation, n'est-ce pas, de ces travaux.
première incohérence que la direction nationale a relevée. L'autre chose, c'est qu'on vient réclamer le paiement pour les travaux qui ont été effectués. Je crois de 11 km, disons, d'après ce qu'on a pu entendre. Sauf que la direction nationale, donc le maître d'ouvrage, dit n'avoir pas vu les travaux. Aucun bureau de contrôle n'a pu superviser, n'est-ce pas, les travaux sur le terrain. Ensuite, si vous prenez le coût qui a été appliqué et qui donne, n'est-ce pas, cette valeur de 170 milliards de francs guinéens, vous vous rendez compte que sur les routes, sur le kilométrage, sur 70 km, ils ont pris, n'est-ce pas, le kilomètre à 2 milliards 773 millions de francs guinéens. Maintenant, sur les 130 km, on a pris le kilomètre à 1 milliard 493 millions 153 846 francs guinéens. L'autre incohérence, la société parle d'une caution qu'elle aurait versée, n'est-ce pas, auprès de la banque pour avoir finalement le paiement. Il se trouve que, selon la Direction nationale des routes préfectorales, c'est plutôt une caution d'assurance qui a été versée au lieu d'une caution bancaire. Ouais. Et la conclusion sur deux éléments au niveau de la Direction nationale des routes préfectorales qu'on évoque, c'est que le coût qui a été appliqué, les 1 milliard ou 2 milliards au kilomètre, on dit que c'est élevé. Et que si ce montant qu'on doit payer finalement à la société, si on devrait l'utiliser, que ça pouvait réhabiliter au moins 2000 km. Là, on est sur 130 km. La Direction nationale des routes préfectorales estime qu'elle peut bien réaliser avec ce montant-là 2000 km de route. Ouais. L'autre chose, c'est sur la solution finalement. Puisque la solution, elle est nouvelle. C'est les Sud-Africains qui l'ont envoyé. C'est une solution pour des routes, pour stabiliser, n'est-ce pas, les routes. Pour éviter, comme je l'ai dit à l'entame, que chaque année on puisse revenir sur les mêmes travaux. La Direction nationale des routes préfectorales indique que cette solution avait déjà été appliquée sur la corniche sud à Matoto ici, donc de la tannerie à Kisoso, donc la fameuse route Kouyaté, que je crois que tout le monde peut voir que ça n'a pas résisté. Donc la proposition de la Direction nationale des routes préfectorales aurait été de faire une expérimentation sur une petite distance avant, n'est-ce pas, de s'engager. Je termine par quand même quelques éléments qu'on a pu corroborer de part et d'autre. Je crois que Djiba et Tamba reviendront là-dessus sur l'acquaintance entre Dansa Kourouma et le PDG de Sagiz. De Sogiz. De Sogiz, pardon. De Sogiz. Ouais. Et du côté de Ismaël Keita, donc le PDG, et du côté de Dansa Kourouma, on est formel, il n'y a pas eu de rencontre. D'ailleurs, le PDG de Sogiz, lorsqu'on lui a posé la question, mais quelle est la responsabilité finalement du président du CNT dans cette affaire? Il s'est joué l'étonné, il dit dans ça. Donc lui, il dit ne l'avoir pas rencontré. Effectivement, dans ça aussi, il dit ne l'avoir pas rencontré. D'accord. Maintenant, l'autre chose aussi, dans ça, reconnaît effectivement avoir reçu le secrétaire général, l'avoir menacé. Et puis, en tout cas, de lui dire de se retirer du dossier. Le colonel Moussa a aussi rencontré effectivement Dansa Kourouma. Et il a demandé à le rencontrer. Et puis, ce dernier lui a dit, si c'est pour le dossier des infrastructures et des transports, et il faut te retirer là-dedans. Ces propos, là également, ont été confirmés des deux côtés. Et de Dansa et puis de l'autre. Maintenant, l'affaire de 5 milliards qui aurait été proposé par la société ou alors qui aurait été demandé par la société, nous n'avons pas su, en tout cas, localiser à quel niveau c'est venu effectivement. Bien. Jacques Liwa, Leno, allez-y, mon cher Tamba, complément d'infos. Oui, on a rarement eu des enquêtes aussi alambiquées. Tu commences à voir le bout du tunnel et c'est relancé. Après, finalement, tes hypothèses sont infirmées. Il faut aller encore vérifier. C'était un ensemble de vas et viens sur cette enquête.
et Jacques revenait sur cette solution, ça s'appelle du terrazime. Oui. Et le terrazime, vous voyez un peu les termitières. Enfin, pour nous qui qui connaissons bien la vie champêtre, on sait ce que c'est de... Tu connais une termitière? Oui. Tu sais, les termites, ça produit... Je connais c'est très souvent bien. très solide. Très solide. Et c'est cette solution que la société Soguise... Oui, Lamine. C'est cette solution que la société... C'est de la boue pâteuse que les termites en masse ils font leur abri. Et on te cogne la tête, ça te déchire. Parce que c'est assez solide. Exact. Et donc, pour stabiliser la terre, on se disait, bon, ça va être une solution. Tu connais pas la mine. Alors, sur les 5 milliards... Sur les 5 milliards... Allez-y. L'information première que nous avons pu entendre, c'est que c'est plutôt le directeur national des routes préfectorales et communautaires qui va demander 5 milliards de francs guinéens pour libérer le paiement des 140 et quelques milliards qu'ils attendaient. Mais après, il y avait un premier versement en vue. Vous avez vu le courrier que l'on a évoqué hier déjà ici. C'était un montant de 50 milliards et quelques. Et donc, pour obtenir ce paiement, il aura donc, d'après Soguise, ça va être finalement le directeur national des routes préfectorales et communautaires qui va demander à l'entreprise, si vous voulez que ça marche, écoutez, il y aura à payer un montant de 5 milliards. Et puis, on va vous aider. Comme ça. Mais ça commence quelque part, d'après les informations. Et ça, je pense que l'enquête l'a prouvé. Ouais. On va dire à l'entreprise Soguise, votre dossier, il est truffé d'irrégularités. Il y a des couacs à l'intérieur. Et mieux encore, on pense que ce marché, il est surfacturé. Jacques est largement revenu là-dessus. Le monsieur, donc, de répondre, mais je ne peux pas payer. Il dit, bon, si tu ne peux pas payer, d'ailleurs, tu sors de mon bureau d'après les informations que nous avons obtenues auprès de l'entreprise Soguise. Et c'est comme ça qu'il va rencontrer le colonel Moussa Camara qui va finalement payer de son poste. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est quand même importante à relever, c'est que nous avons pu obtenir aussi cette information que ce n'est non pas le directeur préfectoral, le directeur national des routes préfectorales et communautaires qui va demander ce montant, mais c'est plutôt la société elle-même qui va proposer 500 millions ou 400 millions pour obtenir le paiement de son argent. Voyons, on en est. 500 millions pour le directeur national des routes préfectorales. Lorsqu'il aura refusé, d'après les informations que nous avons, ils vont proposer 400 millions à son adjoint pour obtenir le paiement de cet argent-là. Et c'est donc plus tard que le secrétaire général intervient dans cette affaire. Un troisième détail important. Il a été dit par plusieurs fois que M. Moussa, le colonel Moussa Camara, a rencontré le directeur national des routes préfectorales et communautaires pour le menacer, pour lui enjoindre, de payer la facture. Lamine, le monsieur que nous avons quand même pu rencontrer hier, il est sans embâche sur la question. Il affirme pour lui-même n'avoir jamais, mais jamais échangé, même au téléphone, avec le directeur préfectoral, le directeur national des routes préfectorales et communautaires. Ça, c'est ce que le colonel Moussa dit, première chose. La deuxième chose, c'est qu'il n'a jamais envoyé de garde rencontrer le monsieur pour lui demander de payer l'argent. C'est pourquoi je disais au départ que c'est une enquête qui rend fou finalement. Parce que vous entendez ceci, vous entendez cela, à la fin vous perdez. Et comment? Parce que la question a quand même été posée. Comment est-ce que le directeur national des routes préfectorales et communautaires va entendre parler du nom du colonel Moussa? Il va nous apprendre que c'est à la suite d'une plénière. À la suite d'une plénière, le secrétaire général qui serait au téléphone avec le président du Conseil national de la transition, va dire, attendez, nous avons reçu un colonel, membre du CNRD, qui nous a demandé de payer, qui nous a menacé, qui, d'après les dires du directeur, nous a menacé. Et que ce serait à ce moment que que le directeur va entendre parler du nom du colonel. Et donc, Lamine, on est plus ou moins perdu dans cette enquête-là, comme vous voyez. Mais il y a quand même un certain nombre de questionnements qui restent à poser sur la question. Je crois que Djiba reviendra sur un détail, mais je veux terminer avec ce document que je tiens sous la main. C'est une coupure d'un journal qui s'appelle Le Rassembleur. Il date, c'est le numéro 291, il date du 12 novembre 2018. C'est dans cette parution que l'appel d'offres lié à ce marché a été publié. Vous savez, la règle, c'est cela.
la libre concurrence lorsqu'il s'agit d'une consultation ouverte. Il faudrait que les entreprises viennent et soumissionnent. Alors, nous apprenons des choses quand même graves. Et il faut le dire qu'on n'a pas pu vérifier. C'est comme ça qu'on va le présenter avec toutes les pincettes qui s'y est. Mais nous apprenons des choses graves. Je sais par habitude que c'est la pratique. Mais pour ce cas spécifique, c'est important de le dire. D'abord, le marché n'est pas parti du ministère des Travaux publics. Il s'agit d'une proposition de la société. Sogiz avec ses partenaires sud-africains qui sont venus avec une solution. Les grandes gueules. Alors, le ministère va alors lui dire, ça peut être une solution intéressante, mais on ne peut pas t'attribuer un marché public de cette façon si ça n'a pas été soumis à la concurrence libre et ouverte. Et donc, il nous faut passer un appel d'offres. Lamine, cette information, on la tient de, comme d'ailleurs toutes celles que nous avançons, de quelqu'un de très très sûr. Ce qui se serait passé, c'est que le journal va publier l'offre, mais que finalement, comme par un coup de baguette magique, toutes les impressions, tout le numéro, tous les exemplaires vont être rachetés par une entreprise. Et ça va disparaître. Vous comprenez un peu ce qui se passe. Donc quand tu entends que tu as soumissionné, c'est parce que tu as vu l'offre. Les grandes gueules. Ou à défaut, on va se fabriquer, la pratique se fait, même dans les institutions que vous voyez ici, on va se créer de faux compétiteurs, de faux concurrents. Joe, le marché c'est pour moi, je vous le dis. Mais soumissionnez quand même, je vais vous donner un peu. Et puis les gars viennent, ils soumissionnent. Et c'est ce qui fait que finalement, sur cette offre-là, vous n'entendrez pas deux personnes. On va vous dire, c'est parce que c'est nous seuls qui avons présenté l'offre, mais pour formaliser la démarche, ce sera finalement l'information qu'on aura sur ce sujet spécifique. Et quelles ont été, sur les accointances, sur les fondements des interpellations, notamment par le président du Conseil national de la transition. Djiba aussi s'est intéressé à ce dossier. On y était à 3, on a fait l'enquête, mon cher Labine. Merci beaucoup, mon cher Tamba. Allez-y, Djiba. Alors justement... Qu'est-ce qu'on sait de plus avec cette affaire? C'est un dossier carabiné, avec beaucoup d'interprétations. Ça, on peut le dire. Hein. J'ai été interpellé plusieurs fois hier sur Twitter, des gens qui demandaient à intervenir et tout. Alors, il y a des questions légitimes qu'il faille se poser. D'abord, pourquoi on limoge le colonel Moussa Camara? Pourquoi un président du CNT viendrait interférer dans un dossier qui concerne les travaux publics? Les grandes gueules. Est-ce qu'il y avait eu un contrat entre le département, les travaux publics et Sogiz? Alors, moi, j'ai eu la chance d'échanger avec le secrétaire général du département. Ce matin, je souhaitais même qu'il intervienne dans cette émission parce que le ministre était à Dubaï. Et donc, si le ministre n'est pas là, il y a une responsabilité en cascade. Donc, c'est lui qui prend ses responsabilités. Et donc, j'ai échangé avec lui, effectivement. Et l'information qu'il m'a donnée, c'est que Sogiz, le directeur, était venu vers lui sur recommandation du colonel Moussa, puisque ce dernier était allé à la présidence rencontrer le chef de l'État. Le colonel Moussa étant conseiller du président, il a dit, mais ce n'est pas tous les dossiers qu'on peut envoyer devant le président. Les départements sont là pour ça. Donc il a dit, bon, va vers le secrétaire général, je vais l'appeler, ils vont regarder ton dossier. Si effectivement ce que tu dis, c'est vrai, ils vont procéder au paiement, c'est naturel. Donc il revient vers le secrétaire général qui l'écoute. Il dit, présente les dossiers, il dit, est-ce que tu as un contrat? Et sur le contrat, évidemment, il y a la signature du ministre des Travaux publics d'alors, M. Moustapha Naïté. Il y a la signature du ministre des Finances d'alors et également des grands projets. Parce que c'est ça, en fait, le principe. Donc, il a vu les signatures, il a dit effectivement, le contrat a été signé. Et donc, il y a beaucoup de dossiers qui ont été demandés par le secrétaire général. Il les a présentés. C'est ainsi qu'ils ont fait appel maintenant à M. Mohamed Sako, qui est le directeur national des pistes rurales. Et donc, il est venu, il a dit non, ce dossier, on ne peut pas le payer parce qu'il a des problèmes. Donc il a dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, l'objectif du projet c'était 130 km et on a constaté que le monsieur, au lieu des 130, il est allé sur les 70 km. Donc le secrétaire général a dit, ah bon? Il a dit, ok, donc ce qu'on va faire, on va mettre un comité en place. Avec toi, ils vont faire un travail pour savoir effectivement est-ce que le projet a des problèmes. Donc c'est après le travail, ils ont fait des comptes rendus. Mais après, le secrétaire général a échangé avec le ministre sur le dossier. Ils ont retrouvé un avenant entre les travaux publics et Sogiz. Et dans cet avenant, effectivement, il était prévu, au lieu des 130 km, d'aller sur les 70 km sans incidence sur le coût. Donc, le coût allait rester. Donc, dans les explications, ils ont sorti d'autres dossiers qu'ils ont retrouvés
effectivement, selon les explications en tout cas du secrétaire général, Soguise, les dossiers ne souffraient d'aucun problème. Donc il se pose la question de savoir pourquoi M. Mohamed Sako, le directeur national des routes préfectorales, s'opposerait au paiement d'un tel dossier, sachant qu'il est lui le responsable hiérarchique, qu'ils ont regardé les dossiers, qu'il n'y avait pas de problème, selon les explications du secrétaire général. Il dit qu'il se pose quand même cette question. Et donc plus loin, j'ai posé la question de savoir, mais quelle est la responsabilité du colonel dans tout ça? Pourquoi il saute? Il dit qu'il ne peut pas répondre à cette question. J'ai dit, est-ce qu'il est venu dans vos locaux menacer le directeur national des routes préfectorales? Il dit, je n'ai pas eu cette information, je ne peux pas confirmer ni infirmer. Et moi, j'ai eu la chance, après, de partir au niveau du camp pour recouper d'autres informations avec certaines sources. Effectivement, selon mes sources, le colonel Moussa, selon des explications, que le directeur national des routes préfectorales serait un protégé de Dansa Kourouma. D'accord. Donc, il aurait été pisté par Dansa pour qu'il soit nommé là-bas. Ouais. Et que ce jeune se serait vu obligé, il devienne obligé de Dansa. Et donc, ce serait lui-même qui aurait demandé de l'argent à la société Soguise, 5 milliards. Et que la société aurait dit, je ne peux pas payer cet argent parce que je me suis endetté au niveau des banques pour préfinancer le projet, puisque l'État n'avait rien dans le BND, donc ils m'ont dit de préfinancer. Donc, j'ai des dettes, j'ai mis ma maison en gage, et donc je ne peux pas payer 5 milliards. En lieu de ça, je peux payer $60,000. 600 millions environ. Oui. Donc, que le directeur national des routes préfectorales aurait dit, doit alors sortir de mon bureau, qu'il est sorti. Et donc, après, le directeur préfectoral des routes aurait appris que c'est le colonel Moussa qui l'aurait intimé de venir au département pour réclamer son argent. Donc, il appelle dans ça et il lui fait le compte-rendu, le directeur préfectoral, M. Mohamed Sako. Et donc, les gens se posent la question, mais qu'est-ce que Dansa vient faire dans ce dossier? Est-ce que le jeune serait en collision avec lui sur les 5 milliards? Les gens ont soulevé ces questions-là. Après, la nuit où le colonel Moussa va être limogé, il dit qu'il était avec le président jusqu'à 20h40, qu'ils échangeaient, donc il aurait demandé congé. Donc en partant, qu'il aurait rencontré Dansa à la porte avec le directeur des routes préfectorales. Ok. À la présidence. Donc en sortant, il voit Dansa venir avec le jeune. Donc lui, il part, il se sépare bien avec le chef de l'État, qui lui dit, ok, demain on se revoit. Donc que Dansa serait rentré dans le bureau du président avec le jeune, et que c'est quelques heures après, avant d'arriver chez lui, qu'on l'apprend qu'il a été limogé. Eh bien. Donc est-ce que ils sont allés le charger? Ouais. Et moi j'ai eu un audio que j'ai écouté quand même. Ok. Un échange entre le secrétaire général et M. Moussa. Le colonel Moussa, dans lequel il dit, mais on me limoge, je suis innocent, je ne sais pas pourquoi on me limoge. Je n'ai jamais demandé de l'argent, c'est moi, au contraire, c'est ma mission, je suis un conseiller, j'ai demandé à ce qu'il aille pour qu'on le paye. Et il est parti, et après, le jeune, je ne l'ai jamais rencontré, il dit que je l'ai menacé, mais moi je ne l'ai jamais rencontré. Et dans l'audio, effectivement, le secrétaire général dit, oui, mais moi, je ne vois pas pourquoi il y a un problème. Pourquoi toi, on te limoge? Parce que je suis étonné. Parce que moi, tu m'as appelé pour me dire, étudier ce dossier pour voir si ça peut être payé. Parce qu'il est venu ici tout tremblant, qu'il a des problèmes avec les banques. Donc, dans l'audio que j'ai écouté, effectivement, nulle part quand même, je n'entends le secrétaire général dire, bon, tu as demandé 5 milliards, ainsi de suite. Et donc, aujourd'hui, la question qui revient, j'aurais souhaité que le président du CNT, Dansa Kourouma, prenne la parole. Parce que de l'autre côté, c'est lui en charge. Pour dire que c'est lui qui est à l'origine de limogeage. Voilà, justement, voilà. Le directeur national des routes préfectorales et communautaires également, parce que sur cette question de menace, on dit, parce que ce pourquoi on a limogé le colonel Moussa, ou qu'on aurait finalement pris cette décision, c'est parce qu'il l'aurait menacé de mort et qu'il aurait envoyé des agents. J'ai quand même pu appeler Sako pour ça, parce que c'est lui qui est concerné par cette situation. Qu'est-ce qu'il a dit, Sako? Il a dit, juste pour répondre à cette question, il faut que je prenne un ordre de mission. Je vais voir le ministre. Pour pouvoir répondre. Pour pouvoir répondre à ça, pour que le ministre lui donne l'autorisation de réagir par rapport à ce dossier. Parce que si, finalement, comme il le dit, parce que cette rencontre, la nuit tardive, aux abords du palais entre le colonel Moussa, Dansa et le jeune, c'est vrai, ça a été confirmé aussi de l'autre côté. Maintenant,
Est-ce que les deux sont entrés ensemble? Pour dans ça, il est venu faciliter le contact avec le président. Ouais. Maintenant, de l'autre côté, on dit effectivement qu'ils sont entrés ensemble. Tout ceci reste à vérifier, mais pour le directeur national des routes préfectorales, il doit pouvoir prendre la parole pour expliquer comment il a été menacé. Parce que c'est pour cela qu'on a limogé finalement le colonel. Voilà, et dans l'audio que j'ai écouté, nulle part on nous confirme quand même des menaces. Et je suis sûr que les services de renseignement, même de la police, auraient entendu le colonel Moussa et que sa responsabilité serait en train d'être dégagée. Parce que sur les 5 milliards, on ne voit pas une preuve où il aurait demandé lui l'argent. Et donc le problème pourrait se trouver ailleurs. Maintenant, moi, ce que je veux dire, c'est par rapport au président de la transition. Vous savez, lorsqu'un problème vient devant vous, je pense qu'il faut prendre le temps d'écouter. C'est très important. Les partis. Un chef d'État, en fait, c'est le meilleur de nous tous. Il est les grandes gueules. Nous, on peut réagir sous l'effet de la colère, des émotions, mais un chef d'État, c'est pourquoi lui, il doit écouter tout le monde. Je pense que lorsque vous avez un conseiller, le décret, en fait, on ne peut pas s'amuser avec un décret. Le décret, c'est une loi. C'est une loi. Et donc, lorsque vous avez un conseiller qui travaille avec vous et qu'on vienne vous remonter des informations l'incriminant, je pense que le mieux à faire, c'était de convoquer le colonel Moussa, qui venait à peine de quitter, et l'entendre aussi, pour savoir est-ce que effectivement ce qu'on te reproche, est-ce que c'est fondé ou pas. Mais si tout d'un coup, on vous remonte des informations et que la nuit, on prend une décision de limoger un conseiller comme ça, je pense qu'au sommet de l'État, on ne peut pas diriger un pays avec des émotions. Il faut l'éviter. Et aujourd'hui, nous apprenons que le colonel Moussa, il se promène au camp, il est libre. Et ça pose des questions, parce que si vous êtes trempé dans une affaire, normalement, votre place, ça devait être aujourd'hui devant. Voilà. Donc, ça veut dire tout simplement que le monsieur, peut-être, il se dit, je ne me reproche de rien. Donc, je pense qu'il faudrait que dans ça, et aussi le directeur national des routes préfectorales accepte aussi de prendre la parole, parce qu'aujourd'hui, on a pu écouter tous les autres. Ça à leur niveau que peut-être les choses peuvent peser. Bien. Diba Milimona, ce qu'il faut dire au demeurant, c'est qu'on ne peut pas, et ça c'est important de le dire, on ne peut pas reprocher à Dansa de jouer les médiateurs dans une telle situation. Avec Damaro, on l'a vu, avec d'autres acteurs, on l'a vu. Effectivement, ils ont un droit de regard là-dessus. S'ils peuvent empêcher qu'une situation se dégrade, je pense que c'est son rôle. En revanche, ben oui, j'entendais ça. Honnêtement, en revanche, il y a de véritables zones d'ombre dans ce dossier-là. La première zone d'ombre, c'est que jusqu'à preuve de contraire, on n'a pas pu prouver que ni Moussa ni ses gardes ont pris langue avec ce directeur-là. Ça n'a pas été établi. Et d'ailleurs, on a insisté là-dessus. J'ai même joué au petit malicieux en lui demandant de nous donner rapidement le numéro du directeur. Il dit, mais je ne le connais pas, j'ai jamais échangé, même au téléphone avec lui. Il dit, tu le mets devant moi, je ne saurais pas te dire qui il est. Bien. Alors on se pose la question, à quel moment les menaces ont été proférées, à quel moment de l'argent a été demandé. Ça, c'est une question importante. Et je veux rajouter que le ministre doit quand même aussi réagir. D'institution à institution, dans sa traite directement avec le directeur des routes préfectorales, il traite directement avec le secrétaire général. Il lui était judicieux, de mon point de vue, de parler directement avec le ministre pour savoir ce qui se passe. Et à la fin, Lamine, il y a une entreprise en souffrance. Il y a une entreprise en souffrance, ça c'est également établi. Le monsieur, il y a plusieurs actes d'avocats aujourd'hui derrière lui, des menaces pour saisir et ses biens, des biens physiques, mais aussi son argent. La prison n'est même pas loin de cela, on a pu constater cela avec les chiffres qu'il y avait. C'est urgent de régulariser la situation et payer ce qui doit être payé à ce monsieur, parce qu'encore une fois, de bout en bout de cette histoire, Lamine, vous allez arriver à une conclusion. L'État est responsable de ce dans quoi nous sommes arrivés. Bien, allez, une enquête donc, trio Diba Milimono, Tamba Zakari Milimono et Jacques Liwaleno. Vous êtes sur Radio Espace. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG.
Eh bien, nous on se retrouve lundi pour d'autres infos, pour d'autres aventures avec vous, évidemment. Merci à Amadou Sow qui a réalisé cette émission, à Saloum Kamara, à la régie, à notre ami Mamoudou Kondé, à l'homme de nuit, Alassane Diallo Papoutou, Mafata Sano, à toute l'équipe de ce côté, dirigée évidemment par notre ami Nalaï Sidibé. Prenez soin de vous. Bon week-end par anticipation. Au revoir.